Alors, notre quatrième conférencière est une jeune femme. Elle s'appelle Catherine Fournier. Titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques, elle s'implique depuis 2011 dans divers groupes de la société civile faisant la promotion de l'indépendance. Merci Ariane pour cette belle présentation. Merci aux organisateurs également de l'événement. Alors oui, on a parlé de la dernière campagne fédérale, mais j'aimerais aussi souligner ce qui a été fait quand même, la présence de certains de mes collègues là, à l'élection du 19 octobre, donc Suzanne Lachance, Caroline Pajot qui est là, Patrice Tremblay, Denis Trudel et Philippe Loutier. Merci d'être là. Aussi souligner la contribution du député de Marie-Victorin à la campagne fédérale, M. Drainville, a été extrêmement présent à nos côtés. Puis oui, on doit l'applaudir. Mais également, vous, dans la salle, je suis certaine qu'il y en a de très nombreux parmi vous qui ont mis la main à la pâte. Donc, en mon nom, mais également en celui de mes collègues, j'en suis certaine, un gros merci à tous pour votre implication. On sait, on l'a vu encore cette année, les campagnes électorales, ça se joue souvent dans les termes de l'émotion. C'est peut-être quelquefois irrationnel, mais n'en demeure pas moins que c'est une partie très importante de la politique. Puis on l'a vu également dans les campagnes référendaires, que ce soit en 1980 ou en 1995, les émotions ont pris une grande part dans les campagnes. Quand on pense notamment aux arguments de peur qui ont été soulevés par les camps fédéralistes à travers les années. On sait, en 80, il y avait des représentants du gouvernement fédéral qui se promenaient dans les maisons de personnes âgées pour leur dire qu'ils allaient perdre leur pension de vieillesse si jamais le Québec était un pays. C'était pas tellement différent en 1995. Il y avait Marc Lalonde, qui était ministre des Finances à l'époque, qui a carrément dit à la veille du référendum que les personnes âgées allaient perdre leur pension s'ils votaient oui à l'indépendance du Québec. Puis même pendant toute la campagne référendaire, Jean Chrétien disait à tout vent qu'un Québec indépendant, eh bien, c'était un passeport pour la pauvreté. Imaginez-vous donc. Puis, mais ces arguments-là, ils demeurent. Moi, j'ai entendu dire que lors de la campagne québécoise de 2014, on commençait à réentendre cet argument-là dans les résidences de personnes âgées. Puis moi-même, ayant fait campagne là, dans les derniers mois, j'en ai vu des aînés qui s'inquiétaient des conséquences de l'indépendance sur leur portefeuille personnel. Parce que bien sûr, c'est un beau projet qu'on a à offrir, mais il ne faut pas non plus oublier que les gens sont quand même inquiets, puis c'est tout à fait humain, c'est normal. Alors c'est à nous, c'est aux indépendantistes de faire le travail, de faire cette pédagogie-là de l'indépendance auprès de ceux qui sont plus ou moins informés, qui sont plus ou moins en fait même intéressés par la question. Il faut aller les chercher, il faut leur expliquer qu'au fond, on aurait tout à gagner, puis que ça serait au contraire payant pour les Québécois d'acquérir notre indépendance. Alors c'est ça un peu que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc comment on peut enrichir les Québécois par l'indépendance. Puis quand on commence avec ça, il faut souvent déboulonner certains mythes. Bon, celle de la pension de vieillesse n'est pas tellement compliquée. Nous, on paye des impôts puis des taxes à Ottawa qui servent à financer ce programme de pension-là. Puis au lendemain de l'indépendance, on va garder notre argent chez nous. Alors l'eau va continuer de couler sous les ponts, puis les pensions, on va pouvoir continuer de les payer à la même hauteur que le montant qu'elles sont présentement. Alors c'est un argument qui ne tient pas, mais il faut l'expliquer parce que c'est sûr que sur le coup, quand on dit ça, c'est un argument qui porte énormément. Les gens ne veulent pas se ramasser dans la pauvreté, on les comprend bien entendu. Il y a deux autres arguments qui sont très, très forts. Dans les médias, ces dernières années, on a beaucoup axé le discours comme quoi le Québec ne serait pas capable de s'assumer financièrement en raison des dettes de l'État québécois. Puis, on grossit beaucoup les chiffres parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans les médias au Québec, on utilise énormément le concept de dette brute. Puis bon, il y a les différents types de dettes qu'on peut essayer de distinguer ensemble aujourd'hui. Bon, la dette brute qu'on utilise énormément dans nos médias, qui se situe environ à 71-75 % de notre PIB actuellement au Québec. Puis, une dette brute, si on prend une comparaison là, avec, par exemple, vous et moi, c'est si on calcule uniquement vos passifs. Alors, le montant de votre hypothèque, votre prêt automobile, puis vos marges de carte de crédit, par exemple. Mais il y a également la dette
la dette nette. En fait, c'est la meilleure dette à utiliser, puis c'est ça qui est utilisé dans les autres pays, quand on regarde vraiment le niveau d'endettement d'un État. Alors ça, bon, ça comprend, oui, les passifs, mais duquel on soustrait les actifs. Alors, vous n'avez pas seulement une hypothèque, un prêt, tout ça, vous avez également votre maison, elle a une valeur, il faut l'inclure dans ce bilan financier-là, la valeur de votre voiture, le montant d'argent que vous avez dans vos comptes en banque. Alors, quand vous faites un bilan financier, par exemple, dans une banque, qu'est-ce que vous pensez que la personne va regarder? Est-ce qu'elle va seulement regarder ce que vous devez ou bien l'ensemble de ce que vous possédez également? Je vous laisse faire la preuve de ça, mais c'est évidemment la dette nette que nous regarderions parce que c'est un bilan beaucoup plus complet de la situation financière d'un individu ou d'un État. Puis dans le cas du Québec, la dette nette est beaucoup moins importante que la dette brute. En fait, c'est pratiquement la moitié. Je crois qu'en 2012 ou en 2013, la dette nette se chiffrait à environ 35 % de notre PIB. Alors, c'est bien loin du 71 % de la dette brute dont on ne cesse d'entendre parler. Alors ça, déjà, c'est une première considération. Quand les gens nous disent « oui, mais si le Québec est indépendant, il faudrait également avoir une partie de la dette fédérale », bien sûr, mais même si on ajoutait cette portion-là, notre niveau d'endettement net serait environ à 65 %, ce qui serait quand même en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE, donc la moyenne des pays riches. Alors, il me semble que c'est pas si mal que ça quand même. Donc ça, c'était d'une part pour la dette. D'autre part, on entend bien entendu l'argument de la fameuse péréquation. Donc oui, c'est vrai, on en reçoit environ 7,5 à 8 milliards par année, mais quand on regarde vraiment par habitant, le Québec n'est pas la province qui en reçoit le plus. C'est sûr qu'en montant total, oui, c'est le cas, mais on est une des provinces les plus populeuses, alors c'est bien normal, mais toutes les provinces de l'Est en reçoivent plus. Même l'Ontario, maintenant, en reçoit considérablement. Alors, ce n'est pas tout de calculer ce montant-là. Il faut dire que même nous, là, à même la cagnotte de la péréquation, bien, on contribue pour 3 milliards de dollars. Alors, au net, en fait, on reçoit environ 4,5 milliards, ce qui est quand même considérable, mais ce n'est pas tout. Hein. Nous, on envoie à chaque année, seulement en taxes et en impôts, environ, bon an, mal an, 45 milliards de dollars. Alors, bien sûr, là, il y en a qui nous revient en péréquation. Il y a des biens et services également qui sont financés par le gouvernement fédéral. Puis encore là, nous, on paye environ 23 % de tout ce qui est produit en biens et services par le gouvernement du Canada. Mais Stéphane Gobeil, qui l'avait bien démontré dans Un gouvernement de trop, en fait, le Québec, on reçoit seulement 11 % de ces biens et services-là. Alors ça, c'est un manque à gagner d'environ 1 milliard de dollars à chaque année pour l'État québécois. Ça, on n'en entend pas souvent parler. Puis hier, j'étais à l'Université d'Option nationale, puis un militant qui m'a demandé, oui, mais vraiment, là, selon les colonnes comptables, est-ce qu'on est gagnant ou on est perdant d'être dans le Canada? Et moi, je dirais que ce n'est pas seulement les colonnes comptables qui comptent, parce qu'il y a plein de décisions, d'investissements qui ont été faites, qui ont une répercussion sur l'économie du Québec actuellement, puis un paquet d'investissements qu'on n'a pas eu, qu'on aurait dû avoir, puis qui aurait fait en sorte de stimuler davantage notre économie, ce qui fait en sorte qu'on aurait été un pays beaucoup plus riche actuellement qu'on ne l'est en tant que simple province. Puis je pense que M. Nantel, tantôt, on a fait une excellente démonstration aussi de la différence entre le statut de province et le statut de pays, puis également du fait que le Canada fait en sorte que le Québec se sente dépendant. Parce que si une population se sent dépendante, bien, c'est bien entendu, elle aura moins envie de devenir indépendante parce qu'elle se sentira liée avec l'État fédéral, donc avec le Canada. Alors, la péréquation non plus, ce n'est pas du tout un argument qui se tient. Maintenant qu'on a vu les deux plus grands mythes concernant l'accession du Québec à son indépendance au niveau économique, maintenant on peut se demander, bien, qu'est-ce qu'on gagnerait? Hein? Qu'est-ce qu'on gagnerait à faire un pays? Mais moi, je soutiens qu'il y a 4 grands axes de ce que ça pourrait nous rapporter. Premièrement, on le sait, on est en temps d'austérité, mais il faut savoir qu'un Québec indépendant, bien, ça nous permettrait de maximiser l'efficience de nos institutions. Puis ça, sans couper dans les services. Alors, on n'est pas obligé de faire des cures d'austérité, on a juste à regarder ce qui se passe à Ottawa. Parce que dans les dernières années, on a beaucoup parlé de la fonction publique québécoise,
D'ailleurs, la CAQ, là, avant son nouveau virage, son ancien mantra, c'était « il faut faire le ménage dans la fonction publique ». Mais on voit ce qui est en train d'arriver, puis on oublie trop souvent de regarder ce qui se passe à Ottawa. Mais ça fait des années que la bureaucratie fédérale grossit là, à un rythme exponentiel. Et ça, même sous le régime des conservateurs de Stephen Harper. On aurait pu croire, oui, il y a eu des coupures, mais n'en demeure pas moins qu'en chiffre absolu, la bureaucratie canadienne a continué de grossir. Puis je peux vous dire qu'avec l'arrivée de Justin Trudeau et des libéraux au gouvernement fédéral, c'est pas près d'arrêter. Donc, l'appareil bureaucratique va continuer d'engloutir des millions de dollars au fil des ans. Puis, en fait, on perd beaucoup au change parce qu'actuellement, on a 2 paliers de gouvernement qui se concurrencent pour les biens et services, donc le palier fédéral et le palier du Québec. Alors ça, c'est le contexte actuel, une bureaucratie canadienne qui ne cesse de prendre de l'expansion. Puis pourtant, si on était un pays, bien, on économiserait énormément parce qu'on éliminerait tout un palier de gouvernement de trop. Au fond, vous savez, on paye en taxes et en impôts 2 fois pour un ministère de la Sécurité publique, 2 fois pour un ministère de l'Environnement, 2 fois pour un ministère de l'Immigration. Ça, ce sont des milliards de dollars qu'on économiserait au lendemain d'un oui. Encore une fois, Stéphane Gobin l'avait calculé, c'est de 7 à 8 milliards de dollars que demain matin, on récupère dans nos poches seulement en éliminant ces doublons administratifs. Puis des ministères qui ne cessent de grossir, comme je le disais, donc à chaque année, ces calculs-là avaient été faits en 2010. Je serais bien curieuse de voir quels résultats on obtiendrait en 2015 alors qu'ils ont continué de prendre de l'expansion. Alors ça aussi, c'est à considérer quand on regarde les colonnes comptables des bénéfices de l'indépendance. Également, dans le point de l'efficience de nos institutions, oui, il y a eu la commission Robillard récemment qui a déposé son rapport concernant la perception des impôts, puis on en a glissé mot tout à l'heure également. Le Québec, si on percevait seulement nos impôts ici, eh bien, ce sont 600 millions de dollars qu'on économiserait encore là à chaque année, parce que c'est de la perte de productivité pour nos entreprises, de remplir 2 déclarations d'impôts, puis pour les particuliers aussi. C'est de l'économie en temps, puis en argent. Alors encore là, ça serait gagnant pour le Québec de seulement percevoir nos impôts ici. Puis ça, même le ministre des Finances sous Jean Charest, Yves Séguin, en 2004, l'avait dit. C'est à Québec que ça vaut encore plus la peine de percevoir nos impôts ici, puis que les économies seraient plus grandes. Alors quand on nous parle de 400 millions de dollars si on verserait seulement, seulement Ottawa percevait nos taxes et nos impôts, bien, si c'était juste au Québec, bien, ça serait 600 millions de dollars qu'on gagnerait à chaque année. Donc ça non plus, ce n'est pas négligeable. Un second plan sur lequel on gagnerait si le Québec était un pays, ce serait bien entendu de faire des investissements selon nos intérêts économiques. On ne le dit pas assez souvent, puis ça je l'ai mentionné dans l'introduction quand je parlais des colonnes comptables, mais il y a un paquet de décisions économiques qui ont été prises dans l'histoire du Canada qui ont défavorisé le Québec. Je vais vous en nommer quelques-unes qu'on ne connaît peut-être pas assez. D'abord, si on pense au pacte de l'automobile, ça, je crois que M. Nantel y avait fait allusion tout à l'heure, c'est qu'avant, au Québec, on avait une industrie automobile, on avait certaines entreprises, notamment dans l'Anaudière, qui faisaient la construction automobile, mais avec ce pacte-là qui abolissait, dans le fond, les tarifs douaniers entre le Canada et les États-Unis, l'industrie automobile a été largement concentrée en Ontario. Puis, les industries au Québec ont été forcées de fermer après quelques années, parce que tout l'investissement était rendu vraiment dans la région de Toronto, encore une fois. Donc ça, de un, ça nuit au secteur automobile au Québec en concentrant la majorité en Ontario. Deuxièmement, si on pense à la canalisation du Saint-Laurent, ça aussi, encore une fois, on y a fait référence. Mais en plus des impacts environnementaux, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a quand même desséché de nombreuses terres, que ça a causé la disparition d'espèces dans le fleuve Saint-Laurent, cette canalisation-là, eh bien, ça a fait en sorte que la métropole du Canada est passée de Montréal à Toronto, parce que maintenant, les bateaux, à partir de la canalisation du Saint-Laurent, n'avaient plus à arrêter au Québec. Alors, ils peuvent passer maintenant directement vers les Grands Lacs, vers l'Ontario. Alors, c'est ça qui a fait en sorte de déplacer l'activité économique là-bas. Encore une fois, si on pense aussi à la ligne Borden, ça a été amené par quelqu'un de la salle tout à l'heure. Avant, à Montréal, on avait une industrie pétrochimique qui était
quand même assez forte. Puis, la ligne Burden est en fait une ligne qui longe la rivière des Outaouais. Puis, lors du choc pétrolier des années 70, on a dit, bon, bien maintenant, on va garantir le marché ontarien à l'ouest de la ligne Burden. Donc, on garantissait ce marché-là, au fond, à l'Alberta. Ça l'empêchait, le Québec, de fournir l'Ontario en pétrole pour favoriser, dans le fond, l'expansion de l'industrie pétrolière en Alberta. Puis, des suites de ça, il y a de nombreuses raffineries qui ont dû fermer à Montréal, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'industrie pétrochimique est pratiquement rayée de la carte au Québec. Puis, ce sont des centaines, voire des milliers d'emplois qui ont été perdus dans la foulée de toute l'affaire de la ligne Burden. Si on prend un exemple plus récent, parce qu'on pourrait continuer toute la journée avec des exemples comme ça, tellement il y en a dans l'histoire canadienne, mais vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du cas de Churchill Falls, qui, en fait, il y a quelques années, le gouvernement Harper a décidé d'aider Terre-Neuve avec le développement de son hydroélectricité en accordant un prêt de 4,2 milliards de dollars à Terre-Neuve pour développer sa filière hydroélectrique. Pourtant, le Québec, quand on avait décidé de mettre en place Hydro-Québec, on n'avait pas eu un seul sou de la part du gouvernement fédéral, pas un. Alors là, on finance à grands coups celle de Terre-Neuve, qui va venir directement le faire concurrence à Hydro-Québec. Puis c'est pas tout, hein. Comme je disais, on paye 23 % de tout ce qui est dépensé au Canada. Alors, ce 4,2 milliards-là qui est prêté à Terre-Neuve, il y en a 23 % qui est payé avec nos taxes, avec nos impôts, pour venir, dans le fond, se défavoriser au bout du compte parce qu'Hydro-Québec va faire moins d'argent. Donc, ça va être moins d'argent dans nos coffres publics aussi pour nos services ici au Québec. Alors ça, à mon sens, ça illustre parfaitement à quel point le fédéralisme canadien est vraiment dysfonctionnel. Puis encore aujourd'hui, si on le regarde, les priorités ne sont jamais au Québec. Je vais vous donner l'exemple des transports, par exemple. En 2008, en réaction à la crise économique, il y a eu le Fonds de l'innovation qui a été créé. Puis le gouvernement conservateur a décidé d'investir 1 milliard de dollars pour sauver l'industrie automobile en Ontario. Puis là, dans la foulée des négociations de l'accord transpacifique, on a vu que durant la dernière campagne électorale, le gouvernement sortant a aussi promis d'investir 1 milliard de dollars supplémentaires dans l'industrie automobile en Ontario. Pourtant, au Québec aussi, on en a une industrie automobile. Tantôt, j'en ai parlé, mais il y a une nouvelle filière très particulière qui s'est développée dans les dernières années au Québec, puis c'est l'industrie de l'automobile électrique. On est innovant, oui, je dois mériter même l'applaudissement. On doit en être fiers. Mais pourquoi, si le gouvernement fédéral est prêt à donner 1 milliard dans le fonds de l'innovation, puis on appelle ça un fonds de l'innovation en plus, mais dans l'industrie de l'automobile en Ontario, tandis que nous, on a des industries qui sont vraiment innovantes ici au Québec, puis qu'on n'a pas un sou de cet argent-là ou des miettes pratiquement comparativement à ce qui va être donné du côté de l'Ontario. Donc ça, c'est un non-sens absolu, puis on le sait pourquoi les conservateurs ont voulu faire ça. C'est parce que les gouvernements canadiens se font et se défont dans la banlieue de Toronto. Puis ça, ils savaient que c'était gagnant politiquement de promettre de l'argent dans l'industrie là-bas. Puis on s'entend, là, Justin Trudeau et les libéraux ne renverseront pas cette décision-là parce qu'eux, ils ont été justement élus. S'ils ont réussi à former le gouvernement, c'est notamment par les sièges qu'ils ont eus dans la région de Toronto. Alors moi, je serais très étonnée que cette décision-là soit renversée. C'est le même cas si on regarde dans l'industrie de l'aéronautique, un des secteurs économiques dans lequel on est particulièrement fort au Québec. On a vu notre gouvernement investir 1 milliard de dollars aussi dans les C-Series de Bombardier. On peut critiquer la façon dont ça s'est fait, le fait qu'on prenne énormément de risques dans cette transaction-là. Mais ce que je regarde aussi, c'est que le gouvernement à Québec a demandé à Ottawa de suivre ses pas et d'investir également 1 milliard de dollars pour aider Bombardier. Bien, moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va être fait. Si on est prêt à mettre 1 milliard de dollars pour aider l'industrie automobile en Ontario, est-ce qu'on va être prêt à mettre 1 milliard pour aider l'industrie de l'aéronautique au Québec? Je ne pense pas que ça regarde bien, parce que si vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé du côté de Toronto, parce que Bombardier a besoin pour réaliser un contrat pour la C-Series avec Porter Airlines, qui dans le fond est basé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto,
pour apposer les avions de la C-Series à cet aéroport-là, ils ont besoin d'agrandir la piste d'atterrissage, environ 200 mètres de chaque côté. Puis, ils ont donc demandé au nouveau gouvernement fédéral son acceptation dans ce dossier-là. Puis, Justin Trudeau a dit non, il n'est pas question qu'on allonge la piste. Alors ça met en danger un gros contrat des C-Series de Bombardier. Alors, je pense que s'il refuse même ça, ça m'étonnerait beaucoup qu'il décide d'investir de l'argent pour aider notre industrie aéronautique au Québec. Alors, encore une fois, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures, continuellement. Puis même encore là, quand on a des filières extrêmement développées au Québec, on préfère passer les contrats ailleurs. C'est le cas dans les jets militaires, mais également un exemple encore plus probant, puis on l'a entendu depuis quelques mois, quelques années, notamment dans la campagne électorale fédérale, c'est tout le dossier des chantiers de la DEVI. Ce qu'on réalise, on parle beaucoup des fois en économie, bon, des millions, des milliards, mais il faut prendre acte des chiffres. Là. Puis les contrats de la DEVI actuellement, ça c'est Martine Ouellette qui a amené ces chiffres-là récemment, mais c'est rendu à 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars qu'on aurait dû avoir chez nous, à Lévis, au Québec, parce que les chantiers de la DEVI, c'est le chantier le plus développé au Canada. Mais non, ces contrats-là sont allés à Halifax, en grande partie, puis à Vancouver aussi. On a eu des petites miettes à peine ici au Québec. Hey, 100 milliards de dollars, là, ça en crée des jobs. Puis ça en fait travailler du monde, puis ça en crée de l'activité économique. Il n'y a aucune raison pour lesquelles on ne devrait pas avoir ces contrats-là ici au Québec. Alors, même quand on a une industrie qui est super développée, bien, c'est pas ici que les investissements se font. Puis si on était un pays, mais cet argent-là, on la regarderait chez nous, puis on n'irait pas l'investir dans le pays d'à côté, dans des industries qui ne nous rapportent pas grand-chose au fond. On l'investirait ici. On sait, par exemple, l'industrie forestière au Québec, elle bat de l'aile depuis plusieurs années. Pourtant, encore là, on n'hésite pas à sauver l'automobile, mais l'industrie forestière au Québec, c'est pas vraiment intéressant. On envoie quelques petites miettes, des petits millions de dollars par-ci, par-là, tandis que c'est des milliards à côté. Bien, si on était un pays, on investirait dans notre industrie forestière au Québec. On investirait dans nos transports électriques. On investirait dans les énergies vertes, puis dans le développement de la filière des jeux vidéo aussi, sur laquelle on est vraiment une plaque tournante dans le monde, puis qu'on se distingue de la compétition à l'international. Si on prend juste l'exemple des banlieues, là, des métropoles, la banlieue de Toronto, l'industrie pétrochimique a été financée encore là à coup de budget faramineux. Si on regarde la banlieue de Montréal, là, ici on est en banlieue de Montréal, on est à Longueuil. Longueuil, c'est comme la Silicon Valley de l'électrification des transports. Puis pourtant, on n'a pas, c'est même pas de commune mesure les investissements qui se font ici comparativement à l'industrie pétrochimique en Ontario. Puis pourtant, c'est ça l'avenir. Je suis fière de dire que le Québec, bien, on a une économie qui est basée sur 99 % d'énergie verte. C'est ça qu'on peut aller exercer comme leadership à l'international aussi si nous étions un pays. Je pense qu'on aurait un grand rôle à jouer dans des forums internationaux comme il va se passer dans quelques jours avec la conférence de Paris. Alors, il faut réaliser qu'il y a une différence entre le statut de province puis le statut de pays. Finalement, le troisième axe sur lequel je suis convaincue que les Québécois pourraient s'enrichir advenant que le Québec devienne un pays, c'est sur la question de nos choix de société. On sait le Québec, on a des taxes puis des impôts qui sont plus élevés qu'ailleurs au Canada. Mais ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est pas pour rien non plus qu'on est la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Puis ça, je crois qu'on doit être très fiers de ça. Mais actuellement, on perd au change parce que le Québec, même si on a pris cette décision-là collective, bien, on finance aussi des programmes fédéraux, en même temps que les programmes québécois, encore là, à la hauteur d'environ 23 % de tout ce qui se fait, mais on profite, dans plusieurs cas, seulement des programmes québécois. Si on prend encore là quelques exemples, bon, les droits de scolarité dont on a abondamment parlé en 2012. Dans le Québec, étant donné qu'on a choisi de se doter de frais de scolarité beaucoup plus bas que dans le reste du Canada, ça fait en sorte que les étudiants puis les familles québécoises ne peuvent pas bénéficier des programmes d'aide qui existent ailleurs au Canada pour pallier aux frais de scolarité qui sont plus élevés. Mais pourtant, on les paye aussi, ces programmes d'aide-là. Comment ça se fait que nous, on ne peut pas en profiter? Encore là, c'est un exemple du dysfonctionnement total du système.
On peut penser également aux frais de garde. Nous, on a décidé, en tant que société, d'avoir un système de garderie, maintenant à peu près 9 $ par jour. Puis ça fait en sorte encore là, que les parents dépensent moins dans une année, étant donné que les frais de garde sont moins élevés que dans le reste du Canada, puis ils ne peuvent pas bénéficier d'autant de crédits d'impôt que les parents du reste du Canada. Ça, c'est une aberration encore une fois. Puis si on se rapporte dans ce qui avait été promis dans la campagne fédérale récemment, notamment par le NPD, qui promettait un système de garderie là, à l'échelle du Canada, mais qui était moins avantageux au fond que le programme qu'on avait au Québec, parce que le programme qu'il proposait, c'était 15 $ par jour. Donc le Québec, évidemment, on aurait demandé de sortir de ce programme-là. Puis le NPD disait, inquiétez-vous pas, on va vous donner une pleine compensation pour ça, puis il n'y en aura pas de problème. Mais quand on nous promet là, des pleines compensations puis des droits de retraite programme, là, moi j'ai 2 exemples. Dans le cas des congés parentaux au Québec, bien, il a fallu 10 ans pour revoir la couleur de notre argent, puis pour la formation de la main-d'œuvre, ça a pris 30 ans. Fait que quand on nous fait des promesses comme ça, faut se demander quand est-ce qu'elles vont venir. Un autre dossier majeur, bien, c'est les transferts en santé. Hein. On en a beaucoup entendu parler encore là dans les dernières semaines. Vous savez, quand on fait des sondages, la santé, ça arrive toujours en tête de liste des priorités des Québécois. Mais pourtant, ce que les études récentes nous ont révélé, c'est que depuis 20 ans, le Québec est systématiquement désavantagé dans l'octroi des transferts en santé. En fait, l'augmentation des transferts s'est seulement faite à la hauteur de 70 % au Québec, tandis qu'en Alberta, ça a été de 136 % en 20 ans. Alors, c'est ça aussi, quand on dit que l'Alberta, soi-disant plus riche qu'au Québec, c'est parce que peut-être qu'on lui donne davantage de moyens aussi de se développer. Parce que la santé, là, c'est des coûts qui explosent d'année en année. C'est une compétence du Québec, mais en fait, le fédéral était censé le financer au départ là, à la hauteur d'environ 50 %. Puis aujourd'hui, il s'est rendu qu'il finance seulement à 22 %. Nous, au Bloc, durant la campagne, on disait qu'il faudrait au moins que ça soit ramené à 25 % Ça n'a pas de bon sens que cette part-là diminue constamment. Parce que si on regarde ce qui s'en vient dans les prochaines années, on a revu ce calcul-là, puis maintenant, le fédéral va seulement nous financer à hauteur de 18 % Mais aussi qu'on va la prendre, notre argent, alors qu'on en envoie la moitié à Ottawa. Comment ça se fait que même si on en envoie la moitié à chaque année, eux, ils réduisent ce qu'ils nous donnent de l'autre côté? Alors, quand on parle d'austérité puis de finances publiques, il ne faut pas oublier qu'en haut du gouvernement du Québec, c'est le gouvernement d'Ottawa, puis ils ferment le robinet, puis c'est peut-être pour ça qu'ici, on a des problèmes aussi avec nos finances publiques. Alors ça, c'est un enjeu très important, puis encore là, il va y avoir une renégociation de ces transferts-là, mais je n'ai pas l'impression que ça va changer avec les libéraux au pouvoir. Finalement, le 4e point que je voulais apporter, avec l'indépendance, moi je suis convaincue que ça va favoriser énormément l'essor de nos régions. Dans les dernières années, il y a eu la réforme de l'assurance-emploi sous le gouvernement Harper. Ça, paraît-il qu'il y a des négociations avec le nouveau gouvernement là, qui va peut-être changer la donne, mais n'en demeure pas moins que le nouveau régime d'assurance-emploi qui a été mis en place contrevient directement à la mission du Québec, en fait, qui était d'occuper notre territoire, le développement de nos régions. Par exemple, si on pense à l'industrie de la foresterie ou encore les pêcheries, bien, ces gens-là qui travaillent en Gaspésie, sur la Côte-Nord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec le nouveau régime d'assurance-emploi, ça les force à trouver un travail en dehors des périodes saisonnières. Donc, à se trouver un nouvel emploi, mais il n'y a pas d'emploi dans ces régions-là durant la période morte, dans le fond, de la saison de l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour répondre aux exigences du programme, ils vont devoir déménager, venir vers des centres urbains plus importants. Puis ça va causer un exode rural qui n'est pas à négliger. Alors, j'espère vraiment qu'on va revoir ce système-là. Parce que oui, c'est peut-être adapté aux provinces de l'Ouest, mais ce n'est pas du tout aux provinces de l'Est, dont le Québec. Puis ça a un impact majeur sur notre économie et sur l'occupation de notre territoire également. Il faut bien y penser. Mais n'oublions pas que si nous étions un pays, on se doterait d'un réseau diplomatique extrêmement important. Actuellement, la différence entre le Québec et le Canada, c'est que le Québec, on ne parlera pas non plus des coupures qui sont faites par le gouvernement Couillard, mais on a 7 délégations générales
4 délégations, 8 bureaux, puis 4 antennes à travers le monde, là, à peu près. Tandis que le Canada a des ambassades, qui sont des institutions beaucoup plus importantes que peuvent l'être des délégations ou des bureaux, puis encore plus des antennes, bien, dans pratiquement tous les pays du monde. Ça favorise les partenariats commerciaux, mais aussi les investissements qui sont faits chez nous. Alors, si nous étions un pays, bien, on aurait une représentation à l'international beaucoup plus importante, des relations avec les autres pays, puis des investisseurs qui seraient beaucoup plus tentés de venir chez nous, parce qu'on aurait du monde sur le terrain pour leur vanter les atouts de nos Victoriaville, de nos Val-d'Or, puis vraiment de nos régions. Alors ça, c'est quelque chose dont on aurait beaucoup à gagner aussi au lendemain d'un oui à l'indépendance. Aussi, nos 2 grandes villes, Montréal et Québec. Montréal, il y a une figure en urbanisme extrêmement reconnue dans le monde, feu Jane Jacobs, qui est en fait une Américaine qui vivait à Toronto, qui a fait un livre sur la question de l'indépendance du Québec, puis disait que la seule façon de freiner la régionalisation de Montréal, c'était que le Québec devienne un pays. Parce qu'elle faisait la comparaison avec Toronto, justement, que toute l'industrie, toute l'économie était concentrée en Ontario, alors qu'auparavant, Montréal était la métropole, que tout ce secteur-là s'était déplacé, puis que ça continuerait avec les années. Puis elle prenait l'exemple du transport des marchandises puis des personnes. Avant, Montréal était une plaque tournante. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Puis c'est Toronto maintenant qui est la plaque tournante. On parlait, c'est un non-sens. C'est un non-sens si on revient d'Europe, on atterrit à Toronto, puis après ça, il faut prendre Toronto-Montréal, alors que Montréal est beaucoup plus près de l'Europe que Toronto. Et c'est toute cette dynamique-là qui s'opère au Canada depuis un grand nombre d'années. Puis la seule façon qu'elle voyait pour freiner cette régionalisation-là, eh bien, c'était de faire du Québec un pays. Puis finalement, dans le cas de Québec, en fait, Québec, ce serait probablement la ville qui aurait le plus à gagner de l'indépendance. C'est un petit peu drôle des fois quand on voit le fameux mystère Québec, parce que pourtant, c'est eux qui bénéficieraient le plus de l'indépendance, parce que leur activité économique, imaginez, là, au lendemain d'un oui, toutes les ambassades qui débarquent à Québec, ça, c'est du monde qui consomme, c'est du monde qui arrive, il y a des invités, c'est quand même des institutions importantes, les ambassades. Alors, Québec, capitale internationale, je peux vous dire que l'activité économique serait beaucoup rehaussée dans la région. Alors ça, c'est un aspect également très important dont on ne parle peut-être pas assez. Je pense que c'est un des aspects positifs pour aller convaincre les gens peut-être de cette région-là. Du moins, ça vaudrait la peine de l'essayer peut-être davantage. Finalement, quand on regarde ça, le Québec n'est pas le seul dans sa situation. On peut voir des exemples de pays qui sont devenus indépendants, qui sont assez comparables là, au Québec, qui ont extrêmement bien réussi. Si on prend l'exemple de la Slovaquie qui est devenue indépendante en 1992, bien, au lendemain de son indépendance, 1 an plus tard, la Slovaquie avait un taux de croissance de 6 %, ce qui est quand même très impressionnant. Puis l'année suivante, ça a été de 7 %. Puis cette année-là, ça a été le taux de croissance le plus élevé de l'Europe tout entière. Puis ça, la Slovaquie, c'est quand même un exemple dont on peut se servir. Puis aujourd'hui, si on regarde, la Slovaquie exporte davantage en République tchèque, qui était son ancienne métropole, qu'elle n'en importe. Donc, elle a une balance commerciale positive avec la République tchèque, puis elle a une balance commerciale très intéressante aussi avec les autres pays du monde. Alors, des exemples de pays qui sont devenus indépendants, qui ont réussi, ça existe. D'ailleurs, on le dit souvent, mais il n'y a aucun pays qui est devenu indépendant qui a demandé après ça, hey, je peux-tu revenir une province ou se rattacher à son ancienne métropole? C'est jamais arrivé. Donc, je pense que notre défi à nous, les indépendantistes, c'est vraiment, dans les prochaines années, de déplacer le fardeau de la preuve. On ne le demande pas assez souvent aux fédéralistes de justifier pour leur position. Vous savez, le livre qu'a écrit Stéphane Gobet, il n'y a aucun fédéraliste qui n'a jamais pu contester les chiffres qui avaient été avancés. Martin Coiteux s'était risqué à l'exercice, puis il n'avait pas été capable, finalement. Donc, on a des études qui ont été faites dans le temps du référendum de 1995, puis dans les dernières années également, mais il faut les remettre à jour. Le budget de l'an 1 qui avait été fait par François Legault notamment, bien, il faudrait le remettre à jour aussi, puis synthétiser puis vulgariser l'information, parce que je pense que c'est vraiment comme ça. Puis en jasant, oui, il faut
faut décloisonner un peu nos idées, aller à la rencontre des gens. Il y a des belles opérations qui se font, par exemple l'opération Bélier, qui vont faire du porte-à-porte à Montréal, puis je sais que ça s'organise dans d'autres régions. Mais c'est aussi de commencer par la base, de commencer avec nos réseaux. Il y a le temps des fêtes qui s'en vient, il faut commencer à parler avec notre famille, nos amis. Je pense que c'est la meilleure façon pour convaincre les gens, parce que les gens ils ont déjà une confiance en vous. Donc, d'utiliser ces exemples-là pour déjà convaincre notre entourage. Parizeau disait en 1995 qu'il fallait convaincre un indécis par indépendantiste, puis on l'aurait eu. Ça commence aujourd'hui, puis on a une grande responsabilité, justement, d'amener ces arguments-là. Puis, pour la suite, parce que c'est en convainquant le plus grand nombre de gens, évidemment, là, oui, il y a les élections, mais c'est surtout que se préparer à un éventuel référendum, mais chaque vote va compter. Puis ça, je pense qu'à partir de maintenant, c'est à nous de porter ce message-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écoutée. Catherine, moi, j'ai quand même quelques petits mots pour toi avec l'indépendance, mais le mouvement indépendantiste s'enrichit par ta présence. Et si je pourrais dire quelque chose, just watch her. Bien, merci, c'est vraiment touchant. J'apprécie énormément. Merci. Alors maintenant, on va pouvoir prendre les questions pour une quinzaine de minutes. Madame, vous pouvez y aller. Le 1er novembre, on fête le jour de la Toussaint. Et la nuit, on fait la longue litanie de tous les saints, pour ça qu'on appelle ça la Toussaint. Aujourd'hui, j'ai entendu avec vous une belle présentation qui est une longue litanie de tous les injustices et désavantages que vivent les Québécois. Alors, pour régler ce problème, j'ai une proposition à faire, c'est d'adopter une motion contre la québécophobie à l'Assemblée nationale. C'est vrai que des fois, on peut peut-être questionner les réelles intentions du gouvernement qui est actuellement en place à Québec. Puis ça, je pense que Simon-Pierre avait bien démontré là, comment on provincialise encore davantage l'État québécois. Donc, ça déchire le cœur à chaque jour de voir ça. Un pays qui a acquis son indépendance et qui en profite depuis ce temps-là, c'est l'Islande. Mm-hmm. Alors, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important d'en parler aussi. C'est vrai? Maintenant, oui. Allez-y. Bien oui, c'est un excellent exemple. Puis l'Islande a adopté des mesures là, quand même qui se distinguent du reste du monde, notamment dans le système financier. Puis eux aussi ont gagné énormément de leur indépendance, notamment s'ils n'avaient pas adopté ces mesures-là dans le système bancaire. Ils se seraient probablement engloutis un peu dans la crise financière en 2008. Ça leur a permis de garder la tête hors de l'eau, puis même de se développer encore davantage. Donc oui, l'Islande, c'est un bel exemple aussi d'un pays qui s'est pris en main. Maintenant, combien nous coûte le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs dans chaque province? C'est vrai, j'ai pas parlé de ça, mais quand je parlais justement de la bureaucratie canadienne, si on veut, bien moi j'inclus ça là-dedans, c'est les coûts de la fédération. C'est quasiment comme un ministère à part entière, un ministère de la monarchie. C'est clair qu'au lendemain de l'indépendance, je pense pas qu'on va garder la reine, nous autres. Je pense qu'on va abolir ça. Justement. Alors, le Québec paye non seulement pour notre lieutenant-gouverneur, mais aussi pour le gouverneur général et pour les lieutenants-gouverneurs de toutes les autres provinces. Tout à fait. On paye pour notre... Oui. 23 % de tout. Ça nous coûte une fortune. Oui, des millions de dollars, année après année. C'est ça. Oui. Merci. Bien, merci à vous. Merci, Catherine, pour ta présentation. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle constamment. Quand on parle des transferts fédéraux, là, en santé, en services sociaux, en éducation, ça a toujours l'air d'une dépendance du fédéral. On ne fait jamais l'exercice inverse. C'est-à-dire, s'ils nous ont donné 18 %, mettons, de 40 milliards en santé, ils sont partis avec combien d'argent en impôts, en taxes, parce que c'est probablement la plus grande industrie. Merci. Non, tout à fait, mais ça a l'air d'une dépendance, parce que c'est justement ça, on envoie de l'argent à chaque année. Mais la santé, par exemple, c'est une compétence partagée, puis bon, il y a des transferts qui se font ici au Québec. Mais c'est certain qu'on serait encore mieux de garder tout notre argent chez nous, puis c'est ça que je pense que j'ai illustré. Puis les transferts en santé, bien, c'est un bel exemple, mais c'est ça que je dis aussi, c'est fait exprès pour qu'on ait l'air dépendant du Canada. Parce que plus on est dépendant, bien, moins qu'on va vouloir être indépendant, parce qu'on se sent lié. Donc, c'est une stratégie aussi politique.
Oui, bonjour. Merci beaucoup, Catherine, pour ton exposé. J'espère que ça va sensibiliser les jeunes, parce que je remarque ici dans la salle, il n'y en a pas énormément, malheureusement. J'espère que tu as réussi à en convaincre. Moi, c'est 3 compléments que je voudrais apporter. Tu as parlé de la Tchécoslovaquie tantôt, et la Slovaquie. Il y avait une différence fondamentale entre Tchécoslovaquie, les anciens dirigeants, quand les Slovaques ont voulu se séparer, ils ont dit « OK, prenez votre décision ». Et nous avons 6 mois pour régler le tout. Et c'était la fin de l'année en question, 92, je pense, pas certain. Oui, 92. Et ça s'est fait comme ça. Mais il faut se dire que dans cette république tchécoslovaque-là, qui venait d'un régime communiste où il y avait des dictatures, ils étaient plus démocrates que les supposés démocrates fédéralistes que nous avons ici au Québec et au Canada, qui nous font croire qu'on vit dans une démocratie. Mais allez voir le système de peur qu'ils érigent à chaque fois qu'il y a des élections, des référendums, ça ressemble plus à une cratie qu'à une démocratie. Oui, vous marquez un certain point, mais oui, effectivement, l'indépendance de la Slovaquie, c'est particulier dans le sens qu'on appelle ça le divorce de velours. Parce que vraiment, la partie de la République tchèque a dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez être indépendant, on va s'organiser ensemble et on va bien faire les choses. Donc ça a été une collaboration qui est un fait extrêmement notable, qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Tu sais, je veux dire, au Québec, on n'est pas les seuls. Là, si vous regardez ce qui se passe en Catalogne actuellement, je veux vous dire que l'État espagnol ne facilite pas non plus les procédures là, du côté du peuple catalan. Donc, effectivement, ça, c'est un cas à part. Par contre, ça n'enlève pas les performances économiques. Puis, on prend cet exemple-là, puis c'était Jacques Parizeau qui y faisait souvent référence, parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, là, la Slovaquie est quand même comparable au Québec en termes de population, puis de ressources, tout ça. Là, donc, Je pense que les gens du Parti québécois et du Bloc québécois devraient s'en servir à l'occasion de cet argument-là, la Tchécoslovaquie versus la Slovaquie. Le deuxième point est un complément aussi. Il y a une madame qui en a parlé un peu tantôt. On n'a pas parlé des fameux sénateurs, ces membres nommés à vie, pension à vie, totalement inutiles, nommés de façon partisane. Ça coûte sûrement pas mal de millions par année, ces gens-là. Hein? Oui, tout à fait. On n'a pas soulevé. Il faudrait peut-être trouver le chiffre exact, comment ça peut coûter ces membres inutiles-là. J'ai pas le chiffre exact pour vous, mais c'est clair. Puis c'est ça qui est extrêmement intéressant de l'indépendance aussi, c'est que ça permet de repartir sur de nouvelles bases démocratiques. Donc, exit le Sénat, puis exit la monarchie aussi. En tout cas, du moins sous la forme du Sénat actuel. Je ne sais pas si dans un Québec indépendant, peut-être qu'il va y avoir un Sénat élu des régions, par exemple. Ça pourrait être quelque chose à envisager. Mais c'est sûr que dans sa forme actuelle, des gens qui sont nommés de façon partisane, dans le fond, n'ont pas tant de pouvoir non plus. Bien, ça, c'est à révoquer, effectivement. Puis il y a des millions de dollars qui sont engloutis dans chaque année. Ça serait bon que de sortir les chiffres par rapport au bilan total, y compris la retraite à vie. Oui. J'ai l'impression que le chiffre existe, mais je ne le connais pas par cœur. C'est intéressant de quand même m'en pas. Le dernier point, madame nous a parlé à propos de la monarchie. Là. La monarchie, c'est une relique du Moyen Âge, à ce que je sache. Ça aussi, c'est totalement inutile. Ça nous coûte une fortune. Et puis, moi, je pense que, aider des gens dans le besoin, là, que ce soit sur l'aide sociale, l'assurance chômage, tout ça, je suis entièrement d'accord. On doit s'aider les uns les autres. Mais aider, moi, ces gens-là, je les appelle des essais sociaux de luxe qui nous coûtent excessivement cher et totalement inutiles, symboliques, inutiles, et retourneraient au Moyen Âge, c'est là qu'ils devraient être leur vraie place. Merci. Bien d'accord. Oui. Bonjour, je voudrais vous remercier pour la conférence que vous avez faite. C'était bien apprécié. Puis, je voulais... Parler plus proche du micro. Oui, je voulais vous remercier pour l'allocution que vous avez donnée. Puis aussi, je voulais savoir, je vous ai entendu beaucoup dire au lendemain d'un oui, au lendemain d'un oui. Je voulais savoir, est-ce que selon vous, l'indépendance du Québec pourrait passer que par un référendum? C'est une question qui se pose effectivement. Le référendum a toujours été le moyen privilégié par le Parti québécois pour réaliser l'indépendance. Le Parti québécois demeure le vaisseau amiral du projet de pays, malgré qu'il faut évidemment décloisonner, puis il faut accepter que le Parti québécois n'a plus le monopole de l'idée. Il y a d'autres partis aussi qui veulent réaliser l'indépendance. Je pense qu'il y a des méthodes intéressantes proposées par certains autres. Est-ce que le modèle de référendum qu'on a actuellement est le seul à exploiter?
Je ne pense pas. Je pense qu'il faut être ouvert aussi à différentes idées, mais maintenant, c'est pas à moi de prendre cette décision-là. Puis je pense que chacun, en tant que militant, bien, on peut s'impliquer dans cette démarche-là si on n'est pas nécessairement d'accord avec ce qui est proposé actuellement. Bonjour, Catherine. J'ai une question pour toi, pour tout le monde. Est-ce qu'une fois indépendant, on va avoir une monnaie commune? Si oui, elle va être évaluée à combien de dollars américains? Non, mais c'est vrai. Puis comment on va y arriver après un référendum qu'on va se décider en tant que peuple d'avoir une monnaie commune? On peut prendre l'argent on peut se créer comme l'Équateur, avoir l'argent américain ou garder l'argent canadien. Oui, bien, c'est une excellente question. C'est une question qui revient à chaque fois dans le débat sur l'indépendance. Moi, j'aime à dire que l'indépendance, bien, c'est de paver la voie à tous les possibles aussi. Donc, il y a de multiples scénarios qui sont envisagés. Par contre, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit peut-être être décidé avant, parce que sinon, pendant le débat, ça revient tout le temps. Puis si on n'a pas de réponse claire, on l'a vu par le passé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, quand la question est posée et qu'on n'a pas la réponse, on n'a l'air pas préparé. Quand on n'a l'air pas préparé, on ne donne pas confiance aux gens. Puis les gens votent beaucoup sur la confiance qu'ils peuvent avoir en la classe politique puis en un parti en particulier. Alors ça, il faut être très clair. Moi, j'ai eu la chance d'assister en tant qu'observatrice au référendum écossais le 18 septembre 2014. Puis, ce qui était très bien en Écosse, c'est qu'ils avaient produit un livre très exhaustif de toutes les questions qu'un citoyen pourrait avoir par rapport à l'indépendance de l'Écosse. Donc, c'était une brique, là, environ 600 pages. Donc, toutes ces questions-là étaient passées vraiment au peigne fin. Donc, dès qu'il y avait une question plus technique, bien, la réponse était là. Donc, les gens savaient sur quoi ils votaient. Puis ça, je pense que c'est essentiel qu'on fasse ça dans l'avenir. Je sais bien que le résultat n'a pas été non plus positif en Écosse, mais il faut prendre acte des choses qui se sont faites ailleurs puis qui sont des outils importants aussi pour l'avenir ici du mouvement indépendantiste. Donc ça, c'est à faire clairement. Maintenant, pour la question de la monnaie, c'est ça. Ça va être une décision qui va être à prendre. On a 3 choix, comme vous l'avez dit. Garder la monnaie canadienne, prendre la monnaie américaine ou bien faire une monnaie québécoise. Moi, je crois quand même que pour la transition, ça ne sera pas au lendemain d'un oui que ça va changer du tout au tout. Je crois qu'il y a quand même une période qu'il va falloir, en tout cas, à mon avis, à moi, garder la monnaie canadienne, ne serait-ce que pour assurer une certaine stabilité quand même au lendemain de l'indépendance. Mais c'est sûr qu'à terme, la réflexion va se poser. Est-ce qu'on garde cette monnaie-là? Il y a quand même un avantage incontestable à avoir une monnaie québécoise à nous, parce que ça va nous permettre d'avoir un plus gros contrôle sur notre politique monétaire. Parce que si on reste avec la monnaie canadienne, bien, le siège des décisions va quand même rester dans ce secteur-là, du moins au Canada. On va peut-être avoir une place sur le Conseil de la Banque du Canada, mais encore là, ça ne nous assure pas vraiment le plein contrôle qui peut nous permettre d'avoir une meilleure stabilité des prix puis de contrôler notre inflation aussi. Mais ça, ce sera des débats à avoir là, dans les prochaines années. C'est bon, merci. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Clémence Mascotte. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Habituellement, quand Catherine était plus jeune, c'était à moi qu'elle posait les questions. Là, c'est à mon tour. C'est ma grand-mère. Alors, ma question est la suivante. Il y a un aspect qui n'a pas été beaucoup abordé aujourd'hui, c'est l'enseignement et la diffusion de la recherche en sciences. Quand je dis science, je ne veux pas dire la recherche médicale ou je veux dire la recherche scientifique, la recherche pure. Alors, ce que je veux demander, c'est qu'est-ce qu'un gouvernement pourrait faire pour subventionner la science? Parce qu'on sait que présentement, avec le gouvernement fédéral, certains chercheurs, par exemple de l'INRS, sont réduits à faire une recherche commune sur un sujet, plutôt que, comme avant, avoir des étudiants en doctorat, des doctorants ou des étudiants en maîtrise. Maintenant, ils n'ont plus de subvention, ni du provincial, ni du fédéral, pratiquement. Alors, ma question est, est-ce qu'on va faire quelque chose d'additionnel à ce sujet-là? Parce que quand Landry était là, il subventionnait la recherche, c'était 3 et puis, il donnait aux chercheurs qui voulaient revenir au Québec la possibilité d'être 5 années sans payer d'impôts provincial, alors que maintenant, tout ça s'est réduit à néant. Alors, je voulais savoir si on va aider la recherche pure
advenant l'indépendance, on va mettre un peu plus l'accent là-dessus. C'est très important. Oui, mais c'est clair, du moins, on aurait le choix de le faire parce qu'on l'a vu dans les dernières années sous le gouvernement de Stephen Harper. Il y a eu des coupes massives en recherche qui ont été effectuées. Puis ça, la communauté scientifique du Québec s'était soulevée par rapport à ces coupes-là. Là, on va voir ce qui va arriver. Le nouveau gouvernement libéral avait quand même certaines promesses de rétablir certains pans du financement de la recherche. Mais ça, encore là, on attend. On attend après le fédéral. Si on était un pays, là, bien, ça serait nous, on déciderait, si on décide que la recherche, c'est fondamental pour l'avancement de notre société, bien, on va investir en recherche. Ça m'apparaît de soi, puis je pense que c'est quelque chose qui fait assez consensus au Québec. Je pense que quand on va récupérer nos moyens, on va investir dans l'avenir de notre société, puis dans la recherche et le développement. Merci beaucoup, Catherine Fournier. Merci encore.